etc. Par exemple, les sujets de reporting environnemental des entreprises ou les sujets de numérique responsable. On a aussi la statistique pour la transition écologique. Enfin bref, un ensemble de sujets transverses. Et Ecolab va prendre notamment les sujets d'innovation, donc innovation au service de la transition écologique, avec une partie qui va s'occuper de l'animation de l'écosystème Green Tech. L'écosystème Green Tech, c'est toutes les entreprises, startups, PME qui font, à travers leur activité, vont dans le sens des politiques publiques de transition écologique. Donc on a une initiative qui s'appelle Green Tech Innovation et qui vient labelliser des startups et PME éco-innovantes, innovantes dans le domaine de la transition écologique, qui en labellise une trentaine par an et qui donc les met en visibilité. Au-delà de ça, c'est aussi l'innovation en interne pour nos politiques publiques au niveau national. Et on a du coup le rôle de ce qu'on appelle administrateur ministériel des données, des algorithmes et des codes sources. Et donc ce rôle, via ce rôle d'AMDAC, d'offrir un meilleur accès à la donnée pour les territoires, pour les entreprises et les citoyens. C'est notamment ce qu'on a fait à travers le portail écologie.data.gouv.fr qui vous permet d'avoir accès, de centraliser en fait toutes les bases de données sur la transition écologique qui sont produites par un certain nombre de différents acteurs et qui derrière vous permet aussi de créer ce qu'on appelle des bouquets de données, donc de rassembler plusieurs bases de données qui vont vous être utiles pour construire un projet et de publier ces bouquets de données pour qu'ensuite ça puisse servir à d'autres sur des cas d'usage, par exemple sur la renaturation des villes où on a besoin de croiser des données à la fois de réseaux sous-sol, de ce qui se passe aussi au niveau du sol, de données géographiques aussi et satellitaires qu'on peut avoir. C'est des choses assez intéressantes. Donc, je vous invite à aller sur écologie DataGouv. En tout cas, c'est des choses qui peuvent vous intéresser. On va aussi avoir des projets sur des thématiques qui vont accompagner nos agents publics, que ce soit les agents qui font les autorisations environnementales, les agents qui sont sur les consultations publiques, ce genre de choses, pour les aider à trouver l'information et à réaliser leur mission au mieux. On héberge aussi, on l'a mentionné tout à l'heure, le Conseil national de l'information géolocalisée, qui est une instance consultative qui rassemble les acteurs qui composent l'écosystème de la géodonnée en France. Et en dernier lieu, dans toutes ces missions, on a aussi le pilotage de la feuille de route IA du ministère et on représente le ministère au sein des instances de gouvernance de la stratégie IA. Et ça particulièrement, c'est donc moi qui vais piloter cet enjeu d'être la référente IA pour les ministères aménagement du territoire et transition écologique et donc de regarder à la fois les enjeux d'IA au service de la transition écologique et les enjeux d'impact environnementaux de l'IA. Aujourd'hui, on va faire un focus particulier sur impact environnementaux de l'IA. Après, si vous avez des questions sur les dispositifs d'aide en lien avec l'IA pour la transition écologique, on pourra en reparler. Sachez qu'est sorti fin de semaine dernière un appel à projet qui s'appelle Pionnier de l'IA. Je vous mettrai dans le chat le lien si ça vous intéresse, qui est un appel à projet donc France 2030 du programme d'investissement de l'État qui vise à financer des projets d'IA de rupture sur des secteurs stratégiques pour la France. Et la transition écologique est identifiée comme un des 4 secteurs stratégiques dans cet appel à projet. Et donc, c'est un appel à projet qui est en 3 phases, avec une première phase avec un financement plutôt faible pour valider l'idée, une deuxième phase où l'idée va être explorée du coup par un consortium avec un financement un peu plus élevé, et une troisième phase qui va vraiment pouvoir permettre de développer la solution et de la rendre viable du coup pour une innovation qu'on dit de rupture. Donc si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Une autre chose sur laquelle on travaille, c'est à travers le Fonds vert. Donc le Fonds vert qui accompagne, finance des projets de transition écologique dans les collectivités. On a ouvert la possibilité de faire financer des projets d'IA au service de l'adaptation au changement climatique dans le Fonds vert. Donc que ce soit pour la prévention des inondations, la prévention des feux de forêt, l'érosion du trait de côte, la renaturation des villes, etc. Donc c'est aussi un moyen finalement de tester, d'expérimenter et d'utiliser les potentiels de l'IA au service de la transition écologique. Je finis cette brève parenthèse sur laquelle on pourra revenir et donc on rentre dans le sujet impact environnementaux de l'IA. Donc aujourd'hui, pour situer la big picture, il faut savoir que le numérique en France, en 2022, représentait 4,4% de l'empreinte carbone de la France.
d'après l'étude ADEME-ARCEP qui a été mise à jour en janvier 2025. Ça peut paraître peu. Après, par rapport à des choses sur lesquelles on focalise pas mal notre attention, comme l'aviation, et ben, on se rend compte que 29,5 mégatonnes de CO2, c'est équivalent à, par exemple, avion domestique plus soute, enfin, c'est plus élevé que avion domestique plus soute internationale pour la France. Ça va être assez similaire finalement au secteur, enfin, ça va être supérieur au secteur des déchets, proche d'un certain nombre de secteurs sur lesquels on focalise pas mal notre attention. Et donc en fait, comme tous les autres secteurs, le secteur du numérique, doit être, un secteur sur lequel on essaye de diminuer, notre empreinte carbone, nos impacts environnementaux de manière générale. Et il s'agit pas d'un secteur qu'on peut juste laisser de côté en se disant: «Ça ne représente rien, c'est immatériel». Au contraire, c'est quelque chose qu'il faut sur lequel on doit aussi, avec tous les autres secteurs, faire des efforts. Donc pour vous donner quelques chiffres, plus particulièrement sur l'IA, mais en faisant un premier avertissement sur le fait que finalement on a assez peu de données spécifiquement sur l'IA encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà c'est un phénomène émergent, donc là les chiffres que je vous présentais par exemple c'était pour 2022. 2022 on n'avait pas encore eu la vague de l'IA générative avec des utilisations, qui explosent, de l'IA générative, donc on a assez peu de recul sur ce que ça représente en termes, voilà de hausse de la demande énergétique, même si on commence à avoir des premiers signes alarmants. Et aussi, parce qu'il est assez dur de différencier, dans un centre de données, les centres de données qui sont IA, des centres de données qui sont des centres de données traditionnels, qui viennent faire du stockage et du calcul, mais qui ne sont pas forcément pour de l'IA. Donc qu'est-ce qu'on a comme chiffres? On a, l'Agence internationale de l'énergie en avril 2025 qui a publié un grand rapport sur le sujet qui s'appelle, IA et énergie, qui nous dit que la demande d'électricité des centres de données du monde entier devrait plus que doubler d'ici 2030 pour atteindre environ 945 TWh, ce qui est à peu près équivalent à la consommation totale d'électricité du Japon aujourd'hui. Le Japon étant une des économies les plus avancées et donc étant dans le top 5 des consommations énergétiques dans le monde. Donc ça, c'est à grande échelle et en plus de ça, l'IA sera le principal moteur de cette augmentation puisque, la demande, d'électricité devrait plus que quadrupler pour l'IA, d'ici 2030. Donc ça, c'est effectivement, donc comme je le disais, de manière large sur les centres de données à travers le monde. Si on regarde à l'échelle micro sur un, modèle, d'IA, qu'est-ce que ça représente? Donc il y a des estimations qui disent que GPT-3, qui était le premier modèle qui était disponible derrière ChatGPT, pour l'entraînement, aurait généré 552 tonnes de CO2 équivalent. Pour vous donner une échelle, 552 tonnes de, CO2 équivalent, il faut savoir qu'un Français émet en moyenne 10 tonnes de CO2 par an. Voilà, donc 10 tonnes de CO2 pour un Français par an vs 552 tonnes de CO2 pour l'entraînement de GPT-3. On a des chiffres aussi qui ont été partagés par Meta, donc qui est une des entreprises de l'IA, qui est une des seules du coup qui a partagé quelques chiffres. Maintenant, Google commence à s'y mettre aussi, qui dit par exemple que sur son Llama 3, qui est un modèle open source qui est extrêmement utilisé, l'entraînement aurait généré 1900 tonnes de CO2 équivalent. Donc on a des chiffres sur l'entraînement des modèles d'IA qui, permet finalement de mettre sur le marché leurs modèles d'IA. Après ce qui, commence à faire, à faire sonner quelques signaux d'alarme aussi, c'est, tout ce qui est plutôt la partie inférence. Donc c'est-à-dire quand on utilise, l'IA au jour le jour, quand vous et moi, on va sur, ChatGPT ou sur Mistral le chat. On a quelques chiffres aussi, mais en fait, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est l'ampleur de l'utilisation et du coup, ce que ça représente, toutes les utilisations additionnées. Pour la génération d'une image, on estime, que du coup, il faut 2,9 Wh en moyenne, jusqu'à 11 Wh pour une image de grande qualité, ce qui représente environ la moitié d'une charge de téléphone. Juste pour vous signaler, que, cet été, donc en juillet, Mistral, qui est, une entreprise, une start-up de l'IA, française, a publié, une étude, sur une analyse en cycle de vie, donc c'est-à-dire une étude d'impact environnemental sur toute la chaîne, de production, d'un système d'IA et a estimé du coup que,
en janvier 2025, après 18 mois d'utilisation, leur modèle Mistral Large 2 a généré des impacts équivalents donc à 20,4 kilotonnes de CO2 et à 281 000 mètres cubes d'eau consommée. C'était intéressant parce que c'était une première étude qui va vraiment prendre en compte tous les impacts depuis la conception du modèle jusqu'aux équipements des utilisateurs finaux et qui en plus va être multicritère, c'est-à-dire qu'il va prendre aussi en compte la consommation en eau. Pourquoi on parle d'eau? Parce que donc nos modèles d'IA, ils sont à la fois entraînés et utilisés grâce à des data centers qui vont donc consommer de l'énergie, ce qui va générer, grâce à avec la production d'électricité, des émissions de CO2, mais vont aussi être refroidis. Refroidis avec, de l'eau et particulièrement donc ils vont devoir être refroidis, en été lorsque les températures sont chaudes et à ce moment-là, où et on a aussi, des contraintes fortes sur l'eau en termes de disponibilité. L'autre impact qu'ils vont mettre en avant, c'est la consommation de ressources minérales qui, elle, est liée à la production des puces, qui vont permettre de faire tourner, les modèles d'IA, donc ce qu'on appelle les GPU et c'est qui utilisent beaucoup de matériaux et de métaux rares, pour produire ces puces. Donc vous avez aussi quelques chiffres sur, l'impact d'une page, de texte générée. Donc on a quelques chiffres que je viens de vous partager, mais finalement la tendance, les tendances, globales sur les prochaines années, on a des estimations, mais les estimations, elles sont très difficiles, enfin c'est très difficile de les rendre assez précises. On a des marges d'erreur qui sont énormes, parce qu'on ne sait pas très bien de quelle va être la taille future des modèles. Aujourd'hui, il y a une tendance, des acteurs américains à privilégier le bigger is better, donc à chaque fois à vouloir, des modèles avec toujours plus de paramètres, toujours plus gros, pour en fait, avoir des réponses qui vont être, davantage, qualitatives. Mais la question, c'est est-ce qu'on a besoin de toujours plus de qualitatif sur ces modèles? Après sur le nombre d'utilisateurs, à la fois sur des usages, pour, le domaine professionnel ou le domaine, personnel, on a un nombre d'utilisateurs qui est plutôt en augmentation avec les nouvelles générations, qui l'utilisent, très massivement, notamment dans le cadre, de leurs études. Donc ça va représenter aussi un facteur, d'augmentation des usages de l'IA. Au-delà de ça, il y a le nombre d'utilisateurs, mais il y a aussi le temps que chaque utilisateur va passer. Vu qu'aujourd'hui l'IA s'intègre, dans nos boîtes mail, dans nos réseaux sociaux, dans nos lecteurs de PDF, remplace aussi Google, par exemple, en termes de recherche de contenu, on va aussi beaucoup plus interagir avec l'IA au quotidien et donc passer beaucoup plus de temps à faire des inférences de l'IA. Il y a aussi la question du nombre de réapprentissages puisque, un modèle donc est entraîné une première fois, est mis sur le marché et ensuite peut être réentraîné suite à des retours utilisateurs, notamment donc quand on utilise, ChatGPT avec, les questions qu'on va poser et les réponses qui vont être données et plus on augmente le nombre de réapprentissages et plus on augmente aussi l'impact et finalement aussi un enjeu qui est parfois oublié lorsqu'on parle du coût environnemental de l'IA, c'est ses effets secondaires. Aujourd'hui, les principales utilisations de l'IA sont faits, pour la publicité finalement, pour la recommandation de contenu ou pour de la publicité ciblée. Donc, finalement des usages qui vont aussi aller dans le sens, de davantage de consommation et donc de davantage d'impacts environnementaux et on a aussi, tendance à vouloir intégrer l'IA du coup dans nos équipements physiques, que ce soit, les nouveaux smartphones avec l'IA, le nouveau lave-linge qui intègre de l'IA, le nouveau frigo qui intègre de l'IA et cetera et donc en fait, on va vouloir aussi plus rapidement remplacer nos équipements, de la vie de tous les jours pour qu'ils intègrent de l'IA et c'est aussi finalement un impact indirect, de l'IA que cette obsolescence accélérée, de nos équipements. Donc, j'ai donné un peu l'état des connaissances, l'état du sujet. Il est encore parcellaire, mais on travaille, d'arrache-pied, notamment avec, l'ADEME ou avec, d'autres, opérateurs de l'État pour, améliorer notre compréhension finalement de ces enjeux et pour aussi pouvoir, orienter nos politiques publiques face à ça. On n'a pas attendu de tout savoir quand même pour agir et le ministère a piloté 2 productions clés, sur ces enjeux d'impact environnementaux de l'IA. Le premier qui a été publié en 2024, qui est le référentiel général pour l'IA frugale.
qui contient donc d'abord une définition de l'IA frugale, une méthodologie d'évaluation et de communication autour des impacts environnementaux de l'IA et des bonnes pratiques. On y reviendra. Ce référentiel général pour l'IA frugale, il a été élaboré avec une centaine d'acteurs, que ce soit des entreprises, des associations, des administrations, des acteurs de la recherche également, à qui on a proposé de travailler ensemble du coup à l'élaboration de ce référentiel général pour l'IA frugale, qui a un statut de spécification AFNOR, donc c'est-à-dire d'une pré-norme, et qui aujourd'hui donc nourrit les discussions pour une norme européenne qui s'imposerait du coup aux entreprises qui mettent sur le marché des systèmes d'IA. On y reviendra. C'est un document donc qui se veut assez technique, assez complexe, qui fait une centaine de pages. On a voulu aussi, produire un document qui soit plus accessible et donc un document dont je vous recommande fortement la lecture, qui s'appelle, le kit, d'engagement, pour une IA frugale dans une organisation. J'ai mis apparaître, mais en fait, il est paru déjà. Il est paru, en juin. Donc c'est 15 bonnes pratiques pour mettre en œuvre, une IA frugale et qui sont finalement un peu les premiers pas vers le référentiel et qui permettent du coup de se saisir du sujet quand on est une organisation qui pour l'instant n'a jamais eu affaire avec des systèmes d'IA qui va du coup en acheter ou en développer en interne et qui donc veut connaître des bonnes pratiques pour limiter les impacts environnementaux. Vous dire également donc sur l'IA frugale, c'est peut-être une notion que vous avez déjà entendue. Je ne sais pas, on pose souvent la question justement de la définition et ça a été un gros sujet que dans ce référentiel de donner une définition. Donc, derrière IA frugale, on met, le fait de mettre la soutenabilité environnementale d'un projet d'IA vraiment au cœur du projet. Pourquoi? Parce il y a beaucoup tendance en fait dans un projet d'IA à, faire le projet d'IA, heu, regarder la performance et cetera, le développer, le rendre disponible et derrière se poser la question: «Au fait, quels sont les impacts environnementaux?» Et donc, avec l'IA frugale, ce qu'on vient de dire, c'est dès le début, il va falloir prendre en compte dans la définition du besoin, dans la définition du problème à résoudre, dans la définition aussi des moyens qu'on met en œuvre, finalement la soutenabilité environnementale. Et donc avec 3 critères. Un premier critère qui est d'évaluer la pertinence de l'IA comparée à d'autres solutions. Aujourd'hui, on a aussi parfois tendance à dire ça va être de l'IA et ce ne sera pas autrement. Mais finalement, peut-être une visualisation data peut très bien fonctionner. On n'a pas forcément besoin de mettre de l'IA dans une solution. La deuxième chose, c'est une évaluation environnementale et une mise en œuvre de bonnes pratiques, donc c'est-à-dire avoir un suivi des impacts environnementaux et mettre en œuvre des bonnes pratiques. Et le dernier, c'est le cas d'usage. Je vous le disais, il y a des utilisations de l'IA qui viennent quand même remettre en cause notre transition écologique. Donc c'est un cas d'usage qui respecte les limites planétaires avec priorisation de la contrainte en ressources. Donc, ces 2 productions, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? D'abord sur, la gestion de projet. Je vais faire une petite démo. Hop. Alors si je viens prendre, ma phrase ici, tac, et je viens prendre Comparia. Alors Comparia, je ne sais pas si c'est un outil que vous connaissez, que vous avez déjà vu. Donc c'est un outil qui a été développé par le ministère de la Culture et qui vise du coup à créer des bases, qui vise à, permettre à tout un chacun finalement, de dialoguer avec 2 IA en même temps, du coup de choisir entre ces 2 IA la meilleure, réponse. Et à la fin, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet en langue française, d'avoir une base de données qui nous dit, les Français, finalement préfèrent, tel ou tel modèle sur, tel ou tel type de question et cetera. Et ça permet vraiment d'être, une base de données d'évaluation, qui va nous permettre de qualifier, le niveau des modèles en langue française puisque finalement, la plupart des modèles, d'IA sont calibrés plutôt en anglais avec des ressources, en anglais. Et donc on vient, regarder finalement, la performance de ces modèles, avec, ce système. Donc si je lui demande: «Reformule-moi cette phrase, l'IA générative a un effet sur l'environnement, donc il est nécessaire de l'utiliser de manière consciente». Que, je lui envoie. Je vais revenir juste avant. Je vais juste,
prendre un mode pardon, qui s'appelle David contre Goliath, qui permet du coup d'avoir une réponse qui est donnée par un petit modèle et une réponse qui est donnée par un grand modèle. On va voir si on arrive à deviner laquelle est donnée par un petit et l'autre par un grand. C'est l'effet de démo, comme à chaque fois. La phrase est déjà parfaite, donc il ne va pas reformuler en Ouais, fait. c'est ça. Je vais juste recommencer du début une fois et si ça ne marche pas, je vous dirai ce que je voulais montrer à travers cette petite démo. Mais en tout cas, je vous recommande l'utilisation de Comparida, notamment pour vos actions de médiation autour de l'IA. D'habitude, ça fonctionne très bien. C'est la première fois, je pense, que ça fait 50 fois que j'utilise. C'est la première fois que ça me fait une erreur. On Mais ira voir nous-mêmes, ouais. oui, vous irez voir vous-même. Donc ce qui vous permet d'avoir 2 réponses fournies par, 2 modèles d'IA différents et vous verrez qu'en fait, sur une tâche de reformulation de phrase, par exemple, le gros modèle va vous donner un certain nombre, un très grand nombre, de potentiels de reformulation de cette phrase. Un petit modèle va vous donner, 2-3 autres possibilités et ensuite, ce que permet aussi donc Comparia à la fin, c'est d'obtenir, le coût carbone, eau et en ressources abiotiques aussi, en ressources matérielles quoi, l'impact environnemental du coup de ces modèles d'IA et donc on va voir que le petit modèle a bien sûr un bien moindre impact environnemental que le grand modèle et in fine, la question que du coup, ce qu'on veut à la fin, faire dire, c'est, le petit modèle, est-ce qu'il aurait pas suffi sur cette tâche de reformulation? Est-ce que, on peut pas se poser la question finalement sur, un besoin particulier pour un projet? Est-ce qu'on a forcément besoin du GPT-5 qui va nous permettre, d'utiliser énormément de contexte, qui va être très précis dans ses réponses, qui va pouvoir, prendre en compte un certain nombre de facteurs? Ou est-ce qu'un petit modèle, ouvert, pourra suffire, dans un certain cas? Et donc ça, c'est un peu la base, de la gestion de projet lorsqu'on prend en compte, du coup les impacts environnementaux de l'IA. C'est vraiment la définition du besoin et du coup l'ajustement en fait de la solution par rapport à cette définition du besoin. Je vous parlais du kit d'engagement justement, vous pouvez le retrouver et je crois que Valentin, tu l'as mis dans le chat. Une fois qu'on Ouais. a pris en compte du coup, ce fait de qualifier précisément le besoin et ça vous allez le retrouver dans les bonnes pratiques, vous pouvez mettre en place justement donc ce que je disais, c'est 15 bonnes pratiques que je vous présente, rapidement ici, mais vous avez un peu plus de détails, justement dans ce kit d'engagement. La première, elle va concerner le hardware qui va finalement être vraiment le concret, de votre système d'IA. Hem, Aujourd'hui, au-delà du fait de pouvoir choisir peut-être un fournisseur, de cloud qui va être le plus vertueux possible, en termes de PUE, donc de Power Usage Effectiveness, mais aussi en termes de localisation pour être situé dans des pays, qui vont avoir une intensité carbone du réseau électrique qui va être plus faible. Ce qui est important aujourd'hui, c'est quand même de demander plus de transparence environnementale à ces fournisseurs de cloud et donc d'obtenir le maximum d'informations sur les ressources physiques pour le stockage de données et les calculs. C'est ce qui vous permettra, vous, d'être aussi transparent et du coup de rentrer dans une dynamique positive, autour, de la transparence de l'IA de manière générale et qu'on ait plus, de données là-dessus. Après, si on parle plus de l'aspect software, algorithme, je disais la qualification du besoin métier, il doit vous permettre de définir ensuite un niveau de performance de l'algorithme qui corresponde bien aux besoins identifiés. Donc c'est facile quand je parle de LLM, donc de grands modèles, choisir un modèle avec, un très grand nombre de paramètres ou un plus petit nombre de paramètres, c'est vraiment le besoin qui doit guider ce choix. Après si vous aussi, vous développez vous-même, votre modèle d'IA, ça peut être donc des choix d'architecture qui sont faits dès le début. Au final donc, privilégier des modèles d'IA qui vont être les moins consommateurs, de ressources. Utiliser
aussi des méthodes d'éco-conception. Donc il y a aussi maintenant des méthodes de compression des algorithmes qui sont de plus en plus partagées, y compris des comment dire, des packages open source, des librairies Python open source qui vous permettent de compresser des systèmes d'IA. Donc c'est le cas par exemple de la librairie Pruna AI qui va vous permettre de tester des méthodes de compression et aussi d'arriver à une sorte d'équilibre entre performance et impact environnemental et au maximum privilégier le réemploi de briques technologiques. Sur l'IA aussi, vers l'effet waouh de l'IA, on a tendance à vouloir démarrer un projet le plus vite possible sans forcément faire une revue de littérature. Aujourd'hui, il y a beaucoup de briques technologiques open source en IA qui sont disponibles et donc que vous pouvez réutiliser, réemployer sans avoir besoin donc de redévelopper tout dès le début. Sur les données aussi important à prendre en compte, ça c'est toutes les méthodologies de gestion de la donnée, de qualité des données, ça fait très longtemps qu'on en parle, mais finalement aussi avec l'effet de la waouh l'IA et aussi avec l'effet que pour l'IA, il faut énormément de données et donc on veut construire des énormes bases de données. On a tendance à parfois mettre ces politiques de gestion de la donnée un peu en stand-by. Au contraire, si on veut des modèles d'IA à la fois qualitatifs et peu consommateurs, on a tout un intérêt à avoir les données les plus qualitatives possibles. La deuxième partie, elle va concerner des choses moins techniques, mais tout aussi importantes, notamment donc tout ce qui est évaluation et communication. Hem, Beaucoup d'entreprises, enfin les acteurs publics s'y mettent et les entreprises commencent à s'y mettre aussi, à adopter des démarches de numérique responsable. Finalement, en fait, les systèmes d'IA, ils doivent s'intégrer dans ces démarches de numérique responsable. Ils sont pas en dehors, ils sont pas en dehors du cadre, au contraire. Suivre les impacts avec des outils reconnus ou certifiés. Je vais vous montrer un peu une panoplie d'outils et faire quelques démos cette fois-ci, en espérant que ça marche, justement sur ces outils. Et, si vous en avez la possibilité, si vous avez un département RSE ou si vous pouvez le faire avec des consultants qui sont pros dans ce domaine, réaliser des évaluations sur l'ensemble du cycle de vie et sur plusieurs indicateurs environnementaux de vos systèmes d'IA. Une bonne pratique aussi qui est assez très facile à mettre en place avec les outils d'aujourd'hui, c'est d'afficher les consommations énergétiques ou l'impact carbone d'une requête avec des équivalents remarquables. Du ministère de la Transition écologique, sur tous les outils IA qui sont ouverts, on a ces équivalents énergétiques et carbone qui sont affichés. Et enfin, communiquer, partager les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre autour de vous, avec vos collaborateurs, etc., etc. La dernière partie, c'est sur la gestion de projet et la gouvernance. Au sein du comité de pilotage, la question des impacts environnementaux, elle doit être traitée et elle doit être passée en revue quasiment systématiquement. La formation va être aussi un point clé finalement si on veut que les projets d'IA qui intègrent de la frugalité réussissent. Et le dernier, c'est donc le référent IA Frugal qui va permettre de faire un suivi complet de ces enjeux à travers la durée de vie du projet. Voilà, je fais donc mon focus sur les outils parce que c'est, je pense, une des choses les plus utiles pour vous qui vous permettront concrètement d'adopter cette démarche dans vos projets lorsque vos projets, vous les faites en interne. Il y a un certain nombre d'outils aujourd'hui qui sont vraiment ouverts, open source, que vous pouvez utiliser dès demain si vous en avez envie et qui vont permettre de suivre ces impacts environnementaux d'une manière très simple. Je vais en présenter en détail quelques-uns. Juste pour vous dire, il y en a qui vont être plus globaux. Donc, quand je dis plus globaux, c'est-à-dire sur le numérique de manière générale. Tout ce qui est NumEcoEval, par exemple, c'est vraiment pour suivre les impacts environnementaux d'un parc informatique. D'autres qui vont être plus spécifiques, vraiment sur l'IA elle-même. Il y en a qui seront plus conseillés en amont d'un projet IA, un peu pour tester, pour comparer différents modèles, etc. Et d'autres en aval, où j'ai envie de dire itinéraire, donc c'est-à-dire pendant le projet d'IA, pour suivre vos impacts environnementaux. Donc, si je commence par NumEcoEval, donc c'est un outil qui est développé par le ministère de la Transition écologique, qui permet l'évaluation multicritère et le pilotage de l'empreinte environnementale du numérique d'une organisation. Donc comme je vous disais, c'est beaucoup plus global que simplement l'IA.
Ça va donc vous demander finalement de faire le point sur vos équipements informatiques, écran, ordinateur, serveur, et cetera, que vous avez au sein de votre organisation et ça va vous permettre de construire une sorte de tableau de pilotage, de votre organisation en termes d'impacts environnementaux du numérique. Tout ce qui est service du coup, numérique peut être inclus à ce reporting et notamment donc les services qui incluent de l'IA. Un deuxième outil, aussi, ouvert, cette fois-ci non développé par le ministère, mais développé par un ensemble de chercheurs, c'est Code Carbone, qui est un package Python qui estime la quantité de CO2 qui est produite par des ressources, cloud ou informatiques personnelles, qui est utilisé pour exécuter, du code. Il y a aussi donc, des choses qui vont permettre, de voir enfin d'avoir des conseils sur comment réduire vos émissions en utilisant du code ou en hébergeant des infrastructures dans d'autres localisations, qui ont plus de ressources d'énergie, propres ou renouvelables. Donc si je vous montre un peu, pour ceux qui font du code, je vais vous montrer juste, dans un notebook Jupyter. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Donc ça, c'est un notebook que j'ai pas lancé aujourd'hui, mais que j'avais, montré en démonstration de c'est quoi l'IA. Mais pour vous dire, en fait, donc ça fait 3 lignes de code au départ. Vous importez, donc le package code carbone et vous lancez votre tracker des émissions. Donc une fois que le tracker il commence, il va enregistrer du coup, il va voir tous les calculs que vous faites faire, donc soit sur, vos ressources internes, soit, avec, des ressources cloud. Vous faites, vos calculs et à la fin, vous pouvez donc stopper le tracker à partir du moment où vous avez envie de voir où est-ce que vous en êtes. Donc ce qui est possible de faire, c'est, donc de comment dire? De voir, les impacts environnementaux de vos calculs à, certains moments, sur certains modules et cetera. Donc de décomposer vraiment les tâches, pour, savoir où est-ce que, enfin il y a voilà, il y a de l'impact environnemental. Ici, on était simplement sur, du CPU et pas sur du GPU et donc on a utilisé, des ressources mémoire et donc on voit à la fin l'électricité qui a été, consommée et combien ça correspond aussi en émissions de gaz à effet de serre. Ici, j'étais sur, quelque chose de très simple, hein, qui prend, quelques secondes à tourner. Quand on est sur des choses qui vont prendre des heures, plusieurs jours, voire plusieurs mois, bien évidemment, on est sur des choses qui vont être beaucoup plus, tangibles et représenter quand même, une part, significative, des impacts environnementaux d'une organisation, notamment, d'une entreprise. Voilà, un autre, outil qui a été développé par une association française qui s'appelle, Gen AI Impact, c'est Ecologits, c'est aussi un package Python. Il vient complémenter Code Carbone parce donc, en fait, Code Carbone, va vous permettre, de connaître vos impacts environnementaux lorsque vous faites tourner du code sur vos infrastructures ou sur du cloud que vous maîtrisez. Mais lorsque vous faites des appels API à des modèles, à des grands modèles de langage, finalement, ça, c'est pas pris en compte, dans Code Carbone et donc Ecologits, vient en complément rajouter des estimations de ce que représente du coup, la consommation énergétique liée à des appels, API, à des grands modèles de langage. Je vais aussi vous faire une petite démo. Hop, c'est pas ça. Donc, ils ont d'abord ce qu'on appelle un calculateur qui va permettre, du coup de choisir, ça peut être quelque chose qui peut être utilisé, de regarder, bah, par exemple, pour un modèle ou pour un autre, qu'est-ce que représente, par exemple, le fait de demander, d'écrire un rapport de 5 pages? Qu'est-ce que ça représente en termes d'énergie, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de ressources abiotiques? Et derrière, quelque chose qui est assez intéressant, c'est que ça vous, donne aussi des estimations de qu'est-ce que ça représenterait si 1 de la planète faisait cette même requête chaque jour pendant 1 an. Donc là, on est sur, des modèles qui sont assez petits, mais si on prend des modèles, plus grands, on n'a pas encore, si on prend le turbo, on va être, si, tout le monde, si 1 de la planète faisait cette même requête pendant 1 jour, on aurait besoin, en plus de ce qu'on a aujourd'hui, de 7
centrale nucléaire. Donc on est vraiment sur des choses qui commencent à représenter un bouleversement quand même de notre approvisionnement énergétique aujourd'hui. Donc, voilà, c'est une manière finalement de comparer différents modèles et de voir ce que ça représente pour des prompts. Vous pouvez aussi, en mode expert, écrire le nombre de tokens qui seraient dans le prompt pour aussi voir un peu qu'est-ce que ça ferait comme différence. Ça, c'est un mode calculateur et si vous voulez aussi l'utiliser au cours de votre projet, ce qu'il est possible de faire, c'est comme je disais, il y a un package Python qui peut être intégré, du coup à votre code lorsque vous avez, une solution qui va utiliser des appels, à des grands modèles de langage et si ça sera aussi très simple. Ce qu'il faudra simplement faire, c'est définir, quel mix, électrique on utilise et qui est, le provider, le fournisseur de modèles d'IA et ensuite, du coup, il va automatiquement regarder quelle est, la longueur du prompt et la longueur de la réponse pour faire une estimation, du coup, de l'empreinte environnementale, de chacun des prompts. Donc c'est par exemple le code qui est derrière, Sophia. Sophia qui est un outil qu'on développe et qu'on expérimente au sein des ministères de la transition écologique, mais aussi au sein de l'ADEME et au sein du CEREMA et qui en fait permet de poser des questions sur un modèle RAG en utilisant pour répondre uniquement des ressources qui sont publiées par soit le ministère, soit le CEREMA ou soit l'ADEME. Par exemple, euh, si je pose une question, juste pour vous montrer comment ça fonctionne, j'ai entreprise. Donc ils vont analyser la question, rechercher des documents dans la base de connaissances. La base de connaissances va s'afficher ici, la réponse va être ici. La base de connaissances, donc on a ici des documents ADEME, des documents CEREMA, principalement ADEME et CEREMA du coup. Et donc on a une réponse qui est donnée, vraiment qui va ne se baser que sur des documents internes. Et à la fin, on aura en bas ici une indication de ce que ça représente en coût CO2, qui pourra aussi être retrouvé du coup sur un tableau de bord de l'utilisateur qui va lui permettre de suivre ce que représentent ces émissions CO2 et donc aussi de sensibiliser en interne au fait qu'une requête sur un moteur, enfin sur une IA n'est finalement pas neutre en termes d'impact environnemental. Je reprends le fil de ma présentation. Pour vous parler aussi donc du AI Energy Score qui, lui, donc est un leaderboard, donc c'est-à-dire, une façon de classifier les modèles en fonction, d'une, performance précise. Donc ici, c'est en fonction de la consommation énergétique des modèles. Ça a été réalisé par Hugging Face qui est vraiment, l'hébergeur, de modèles d'IA par excellence et qui permet donc de faire des évaluations comparables de l'efficacité énergétique des modèles d'IA. Et le dernier qui s'appelle Green Algorithm. Donc Green Algorithm, c'est aussi un calculateur qui est en ligne et qui, de manière générale, va vous permettre d'estimer la consommation énergétique et l'impact carbone de vos algorithmes, mais va notamment le permettre de le faire aussi donc, pour des algorithmes d'IA, pour des modèles d'IA. C'est comment dire? Une application qui est très facile d'utilisation puisqu'on rentre, simplement, les heures de calcul, le type de CPU, GPU qui est utilisé, où est-ce que sont situés, du coup les CPU et les GPU et donc c'est un outil que nous on a exigé dans le cadre d'appels à projets France 2030 en matière d'IA, notamment dans le cadre d'appels à projets démonstrateurs d'IA Frugal pour la transition écologique dans les territoires. On a aussi demandé dans l'appel à projet France 2030 sur l'accélération des usages de l'IA dans l'économie et dans l'appel à projet Pionnier
l'IA dont je vous parlais en début, dont le cahier des charges vient d'être publié, c'est aussi une requête, c'est aussi une exigence de cet appel à projet que d'utiliser cet outil, Green Algorithm pour faire une estimation a priori des impacts environnementaux de l'IA. Et en fait, l'intérêt, c'est que, l'utilisateur, enfin du coup la personne qui va développer son modèle d'IA, son système d'IA, va se poser dès le début la question des impacts environnementaux. Donc tout ce que je vous ai présenté pour les outils, c'est intéressant si vous les développez en interne, ces outils d'IA. Mais, à partir du moment où ces outils ne sont pas développés, en interne, mais au contraire vous avez recours à de la commande publique par exemple, pour avoir, accès à des systèmes d'IA, il va devenir, judicieux de plutôt se poser la question de comment intégrer ces enjeux environnementaux dans la commande publique. Est-ce que Hem peut-être, est-ce qu'il y a des questions, peut-être, on fait une session de questions sur les outils? S'il y en a, hein. Sinon, il y a des questions spécifiques sur les outils? Non. Bah allez, désolé. Allez, on continue. On garde ça pour la fin. OK, très bien. Du coup, pour vous dire, là, je vais me baser sur ce que je vais vous raconter sur une fiche achat public IA durable qui va être, publiée prochainement et qui vise à accompagner, du coup, les acheteurs publics à la fois sur les éléments à prendre en compte lors de l'achat de solutions IA, comment intégrer la dimension responsable dans un sourçage relatif à l'achat d'une solution ou des clauses numériques responsables qui pourraient, être ajoutées donc dans les pièces d'un marché public, en matière d'IA. Beaucoup d'éléments ici, j'essaie d'extraire en fait finalement des choses intéressantes, de cette fiche achat public, mais qui reprennent finalement ce qu'on avait dicté, dans le référentiel pour l'IA Frugal avec, 2 idées clés. Le fait que le chef de projet et l'acheteur doivent questionner la nécessité de faire appel à l'IA pour répondre aux besoins définis et la valeur ajoutée de l'IA par rapport à son impact environnemental et social. Donc finalement, être dans une dynamique d'analyse coût-bénéfice, de l'IA sur, un cas d'usage, précis. Est-ce que la solution d'IA va apporter davantage que le coût environnemental de l'IA elle-même? Donc une fois que on a déterminé ça, si la nécessité, la valeur ajoutée, on va, on va dire faire ce qu'on appelle un achat responsable, sélectionner les services les plus adaptés au regard du besoin. En termes d'IA, ça veut dire le type de modèle, le nombre de paramètres, le volume de données utilisées et l'éco-conception de la solution vont faire l'objet, d'un regard attentif et on va demander que, soit pris en compte du coup par, le fournisseur de la solution, tous ces enjeux pour que, vraiment comment dire? Donc l'éco-conception de la solution soit au centre, justement de la conception, de la solution. Pour un sourçage, ça peut être, poser des questions sur, est-ce que la solution a fait l'objet de déclarations d'éco-conception? Est-ce qu'elle a été évaluée? Est-ce que, l'impact environnemental de la solution a-t-il déjà été évalué, donc pendant la phase d'entraînement comme pendant la phase, d'utilisation? Est-ce qu'il y a eu des engagements sur le nombre de réentraînements? Ensuite, est-ce qu'une politique de gestion des données a été mise en place? Vous retrouvez des choses sur les bonnes pratiques dont on a déjà parlé. Est-ce qu'il y a des choses sur, l'efficacité des data centers, sur, l'architecture serveur? Est-ce qu'il y a des outils, ressources mises à disposition pour faciliter la conception de solutions d'IA plus responsables? Quel est le niveau et le taux de formation des équipes qui travaillent sur le logiciel, à l'éco-conception ou, si on va aller plus loin, donc, à l'accessibilité, et cetera. Donc ça, c'est des questions qui peuvent orienter, dans le sourçage sur la volonté de prendre en compte, justement ces enjeux, environnementaux. Donc, on fait tout un panel de questions qui peuvent être posées et du coup aussi des clés de lecture de la réponse qui vont vous permettre, du coup d'analyser. Par exemple, l'utilisation d'une IA pour répondre aux besoins couverts par votre solution est-elle justifiée? Mesurez-vous l'empreinte environnementale de l'IA développée lors de ces différents entraînements? Donc tout ça, c'est des choses qui, vont aiguiller, je pense, le fournisseur de la solution et en tout cas l'inciter à se poser des questions, justement sur cet impact environnemental et être, potentiellement plus vertueux et ensuite, donc il y a un listing,
des clauses de cahier des clauses techniques particulières qu'on a aussi intégrées à cette fiche achat IA Frugal. J'en mets aussi ici quelques-unes, mais il y en a bien davantage. Et l'idée pour vous, c'est simplement de piocher, d'adapter, de regarder et d'avoir des exemples. Mais bien entendu, c'est pas, voilà, c'est pas juste à copier-coller comme ça. C'est aussi à adapter vous en fonction de vos besoins. Donc, par exemple, le fournisseur s'engage à fournir des informations détaillées sur la fréquence de réentraînement de ces modèles d'IA. Et on précise, cette transparence inclut la fréquence, les raisons, les impacts environnementaux. Ça peut être des choses sur l'engagement à limiter le nombre de réentraînements, mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation, des rapports sur les réentraînements, et mettre en place des techniques d'optimisation pour réduire la nécessité des réentraînements. Donc là, on est vraiment sur des choses très précises sur la question des réentraînements. Il peut y avoir des choses donc sur l'évaluation, sur la communication, sur le fait d'avoir des indicateurs aussi qui sont directement intégrés au chatbot, par exemple, lorsque c'est un chatbot, pour savoir quel est l'impact environnemental des modèles. Voilà, j'ai donné pas mal d'informations, tout ça pour vous dire que donc c'est un travail d'Ecolab qui est, en cours, d'avancer sur ces impacts environnementaux de l'IA, de produire des ressources, de faire en sorte hem, que cette question à la fois, elle perdure au niveau local, national, mais aussi, international. Donc, en termes de plan d'action, nous, on continue à poursuivre, l'intégration de critères environnementaux dans le financement de projets, donc y compris dans les appels à projets, France 2030. On a publié un article avec un chercheur de l'université de Cambridge qui, vient montrer, comment est-ce qu'on a inclus justement ces critères, de soutenabilité environnementale et on espère du coup, par cet exemple, aussi inciter d'autres pays à faire de même dans le cadre de leur programme, d'investissement. On veut maintenant aussi, encourager l'utilisation de critères environnementaux dans les marchés publics puisque, le secteur public de manière générale se doit d'être assez exemplaire, dans ce domaine. On continue aussi à inciter les entreprises à faire de même, à adopter des meilleures pratiques d'IA frugales par des sessions de sensibilisation. Hem, Tout ça, sera favorisé notamment si on arrive aussi à avoir des méthodes, standardisées autour de l'évaluation environnementale de l'IA. On parlait de l'AFNORSPEC, donc qui est plutôt, quelque chose qui a été produit au niveau français. C'est important, que quelque chose soit aussi produit au niveau européen puisque c'est plutôt à ce niveau-là, qu'on aura beaucoup de visibilité et beaucoup d'impact, sur des entreprises, qui sont aujourd'hui, des multinationales qui ont énormément de moyens et donc aujourd'hui, on travaille au sein du comité européen de normalisation à l'élaboration du coup d'une norme qui vient vraiment préciser comment un fournisseur de modèles d'IA doit donner ses chiffres, sur quel périmètre, quelle doit être la transparence environnementale, des fournisseurs d'IA et on espère que, ça s'appliquera et ça s'imposera à eux, quand ils mettent, sur le marché, un système d'IA, sur le marché européen, dans tous les cas. Et une dynamique aussi qu'on a débutée au moment du sommet, pour l'action sur l'IA, donc il y a un sommet international qui a eu lieu en France en février, 2025. C'est d'inscrire l'IA et l'environnement au cœur des discussions internationales. Donc c'est pour ça qu'on a lancé, la coalition, pour l'IA durable en février, qui regroupe qu'un réseau d'acteurs, à la fois d'entreprises, d'associations, d'instituts de recherche qui ont envie de travailler sur ces sujets, d'IA environnement. Cette coalition, elle est soutenue, par 14 pays et on cherche, dans les prochaines, réunions internationales à continuer du coup à faire vivre ce sujet, que ce soit à la COP, 30 qui aura lieu au Brésil, en novembre ou au prochain sommet il y a un qui sera, en Inde en février 2026 où, toutes les échéances internationales qui concerneront soit, l'IA, soit l'environnement et notamment, la présidence, française, du G7, l'année prochaine. Voilà, j'ai terminé donc vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions, de manière aussi plus large du coup que les impacts environnementaux de l'IA, je le disais au début, si c'est des questions sur, les actions autour d'IA pour la transition écologique, c'est tout à fait possible. Merci beaucoup, Juliette, pour tes éléments. Euh, donc, il y avait une première question dans le chat. Existe-t-il un score type Planet Score permettant de synthétiser toutes ces questions relatives à l'achat d'une solution IA pour comparer deux solutions? Si seulement, non. Aujourd'hui, non, en fait, on est vraiment, plus, encore
amont de cette question-là, d'avoir un score unique qui nous permet facilement de tout comparer. S'il y a quelque chose que je peux pardon, vous conseiller, c'est d'utiliser le Energy Score, donc de Hugging Face, qui va vous permettre vraiment de comparer sur l'aspect énergétique seulement. Mais un score environnemental qui va tout regrouper, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et on est sur un sujet trop émergent pour en être capable aujourd'hui. Oui. Et il y a d'autres questions? Ou est-ce que peut-être des retours d'expérience sur des choses que vous avez testées? Ou si vous avez déjà essayé de mettre en place quelque chose autour de l'IA dans vos structures? Vraiment une découverte pour tout le monde? En tout cas, de notre côté, c'est donc quelque chose qu'au ministère de la Transition écologique, on a mis en place et on a beaucoup de ministères qui s'intéressent à ces questions-là. Je pense que, enfin, en tant qu'acteur public, on a un devoir d'exemplarité hein, sur ce sujet. Et je pense que c'est aussi une question bah, d'acceptabilité aussi pour les utilisateurs de l'IA que de se dire bah, c'est quelque chose qui a été pris en compte et donc on a justifié finalement l'intérêt d'une solution IA. Donc on lance un partenariat avec la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, pour accélérer justement sur le fait de faire connaître ces outils et de les faire utiliser surtout. C'est déjà intégré au sein de l'assistant IA développé par la DINUM, anciennement Albert, maintenant assistant IA, justement d'avoir cette transparence environnementale de l'utilisation. Et, et voilà. Et je voulais aussi vous mettre donc le lien vers Pionnier de l'IA. Je vais faire ça de suite. Donc j'imagine que tu me mettras à disposition ta présentation pour qu'on puisse retrouver les contenus et puis les outils aussi. Je pense que ça peut être intéressant d'aller tester les outils sur vos scripts, peut-être les scripts que vous utilisez au quotidien, enfin, ou presque au quotidien. Ouais. Ah, du coup, on a des questions dans le chat. Euh, donc, du CEREMA, Cyril Chartreux, demande si une IA soutenable est-elle possible et surtout développer des IA grand public de ce type est-il indispensable dans l'État? Et il en effet gadget sur beaucoup d'aspects. Ouais, question très intéressante. Du coup, sur l'IA soutenable possible, bah, tout est question de comment on définit l'IA soutenable, hein, mais il est certain que l'IA n'est pas neutre, il y a un impact environnemental, donc on ne peut pas dire que c'est une IA verte. Après, dans la démarche IA frugale, finalement, on fait beaucoup renvoi à la notion de sobriété, de ce qu'on a dit, hein, la juste solution pour le juste besoin finalement. Et je fais beaucoup de parallèles avec d'autres secteurs en disant, bah, on applique des dynamiques de sobriété sur d'autres secteurs, par exemple le secteur du transport, où on se dit, est-ce que déjà j'ai vraiment besoin de prendre la voiture? Est-ce que je peux utiliser d'autres modalités, par exemple le vélo ou à pied? Bah, en fait, sur l'IA, il faut aussi adopter cette démarche de sobriété, de questionnement, se dire est-ce que j'ai besoin forcément de GPT-5 ou est-ce que je peux utiliser un plus petit modèle spécialisé qui va vraiment permettre de répondre à mon besoin. Et donc, l'IA soutenable, pour moi, c'est vraiment l'IA donc, qui a vraiment posé la question de son utilité et qui va avoir fait son analyse coût-bénéfice en termes de bénéfices. On sait qu'il y a des UA, qu'on va dire, utiles qui vont servir, par exemple, dans la rénovation énergétique des bâtiments, dans la maintenance prédictive des réseaux d'eau. Mais avoir posé la question du coup du bénéfice versus du coût,
Quand on dit IA, on a tendance à dire IA pour tout, mais pour des choses qui sont très différentes. Par exemple, IA générative versus IA traditionnelle qui va plutôt être, qui va permettre de la prédiction, de l'optimisation avec des réseaux de neurones ou du machine learning assez simple. Et en fait, l'IA générative, c'est vraiment aujourd'hui ce qui est en train de bouleverser nos systèmes énergétiques parce que c'est ça qui est en train de comment dire, de se répandre à très grande vitesse avec beaucoup d'utilisation. Si, demain vous faites un projet, donc on va dire IA, mais qui est un petit projet qui ne va pas faire appel à des IA génératives, voilà, c'est quand même intéressant de continuer avec le potentiel qu'on sait en termes de prédiction et d'optimisation. Il y a un effet, gadget, qui sur beaucoup d'aspects et c'est pour ça que pour moi la formation, elle va être fondamentale et c'est vrai que j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais il y a la formation des équipes qui vont développer, mais il y a aussi la formation des personnes qui vont utiliser et ça va permettre effectivement de lutter contre cet aspect gadget, sur, des outils IA qu'on a en interne au sein du ministère. Il y a ce qu'on appelle, à la première ouverture de ces outils, une charte qui doit être signée et qui indique, du coup que, effectivement, l'IA a un impact environnemental et qu'il faut un usage raisonné, de ces possibilités voilà, de ces outils d'IA, Bon, comme c'est encore plus je sur la fin. Bon, pardon. un usage raisonnable. Des usages raisonnés, voilà, de ces outils d'IA et c'est ça vraiment qui, va éviter, va venir en tout cas essayer de limiter, l'effet gadget. Sur le référentiel, vous pouvez tout consulter. Il est disponible en ligne. Je crois qu'il faut juste, mettre, On hem, avait parlé aussi dans le premier webinaire effectivement de toute l'équipe, enfin, le déroulé autour des équipes à mettre en place pour mettre en place un projet IA. Donc, vous pouvez vous référer à ce premier webinaire pour aussi des éléments sur le sujet. Et c'est ce qu'on dit en général aussi sur l'énergie. Voilà, l'énergie la plus écologique, la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc évidemment, comme tu disais, repenser le besoin et l'utilité. Donc ce serait toujours plus écologique de ne pas développer des modèles dont on n'a pas besoin que de le faire, justement. Donc tu as remis ok, le voilà le et donc référentiel. si vous cliquez ici, vous pouvez le consulter en entier. Ok, Heu, super. Du coup, et il y a je une vois une question. Ouais. Donc l'empreinte environnementale, c'est-à-dire consommation de CO2 et d'eau, d'un modèle IA est-il identique lorsqu'il est déployé et exécuté en interne sur nos propres serveurs par rapport à une exécution via une infrastructure externe, par exemple le Cloud API. alors, beaucoup de choses dans cette question. Toutes choses égales par ailleurs, si, vous êtes en France sur le même type de GPU, avec, le même type de refroidissement, le même type, de data center, ça va être la même chose. En fait, il y a tout un ensemble de facteurs qui va venir faire évoluer l'empreinte environnementale d'un modèle d'IA. Donc, si, vous faites une exécution, sur, vos propres serveurs, bon déjà ça dépend quel, type, d'IA vous allez, faire exécuter, hein. Si on est sur l'IA générative, vous allez avoir besoin de ressources, spécifiques qu'on appelle des GPU et donc qui sont des puces particulièrement énergivores. Sauf si, le sujet d'avoir une réponse, rapide n'est pas un sujet pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez rester sur CPU, mais ça peut prendre, plusieurs heures du coup pour vous répondre à une question. Mais en tout cas, en fait, de fait, si, ce qu'on va prendre en compte du coup, c'est, l'efficacité énergétique des serveurs, l'efficacité, de votre système de refroidissement. De manière générale, on dit que les ressources cloud, elles vont être beaucoup plus optimisées que quand on a des serveurs en interne. Mais ça, c'est une question qui n'a rien à voir avec l'IA, hein. C'est plus une question de mutualisation des ressources quand on est sur du cloud où on va avoir, tout un grand nombre de calculs qui vont être effectués sur les mêmes ressources et donc il va y avoir un travail, des fournisseurs, de cloud de s'assurer que les, ressources, de calcul sont utilisées à leur maximum en permanence. Donc on va mutualiser les infrastructures et donc généralement,
l'empreinte environnementale va être plus faible sur du cloud que sur de la ressource interne. Mais après, sur de la ressource, enfin, si en interne, du coup, avec le fait que vous allez avoir moins de ressources de calcul, ça vous pousse à utiliser des modèles plus petits, bah, dans ce cas-là, votre empreinte environnementale va être plus faible. Donc, en fait, il y a beaucoup de facteurs. Mais je voulais en arriver au fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont sur des petits modèles enfin, des petits modèles de langage qui sont capables de les faire exécuter sur leur ordinateur. Et donc là, on est sur des choses qui ont une empreinte environnementale bien plus faible que lorsque vous faites un call API sur du GPT-5 avec un très gros modèle de langage. Voilà. Donc j'ai pas une réponse parfaite, mais tout ça pour dire, généralement le cloud va être plus vertueux environnementalement parce qu'on mutualise de la ressource. Mais si, héberger en interne vous pousse vous à bah, limiter la consommation de ressources et ben, en fait, ça va être en interne que ça sera plus vertueux. Du coup, c'est vrai qu'on avait mis dans l'ordre du jour du webinaire un retour d'expérience sur un projet IA Frugal. On n'en a pas. Donc, c'est une astuce pour vous inviter à venir le 20 novembre à la journée technique sur IA et Geodata, où on aura des retours d'expérience, en effet. Euh, on espère avoir ça d'ici là. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on finira un peu plus tôt, mais je vais revenir sur les prochains événements du Geodata Lab, du CRIJ. J'en profite pour faire de promotion. Et puis, euh, je pense que vous voyez mon écran là. Donc, on a une journée technique sur les sols le 29 septembre au siège de la SCP, côté d'Aix-en-Provence. On organise avec le Geodata Lab un hackathon, 14 et 15 octobre sur 3 sites en simultané. Donc, sur le thème des géodata au service de la transition écologique, donc avec 140 étudiants et 8 promotions sur différents secteurs, différents sujets, la santé des forêts, le risque inondation, les îlots de chaleur urbains notamment, et puis cette journée technique qui est à Geodata le 20 novembre. Et je rappelle aussi, parce que ça n'avait pas enregistré au début, que donc ce webinaire est organisé dans le cadre du Centre de ressources IA et Geodata et soutenu par la métropole et la région sud. Et du coup, je vous remercie pour votre présence, pour votre intérêt. Merci encore Juliette pour cette présentation. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des remarques, des suggestions à me les faire parvenir. Et je pourrais transmettre à Juliette aux personnes en charge de l'IA et compétentes sur l'IA dans notre réseau. Merci beaucoup et à bientôt soit le 20 novembre, soit pour le prochain webinaire. Merci à tous.